Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de la géopolitique africaine. L'émission d'aujourd'hui sera spéciale en ce qu'elle rendra hommage à une sœur, Nathalie Yamb, et à deux frères africains, Kémy Séba et Franklin Nyamsi. Vous vous demanderez sûrement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre sœur Nathalie Yamb est décédée? Nullement, elle est bien vivante. Qu'est-ce qui est arrivé à notre frère, ou bien à nos frères Kémy Séba et Franklin Nyamsi? Rien de particulier, sinon que je tiens à leur rendre hommage pour leur courage. Pour leur courage au sein d'une tempête de sanctions initiée par la France auprès des pays de l'Union européenne. Mais vous demanderez, mais quel est le crime qu'ont commis notre sœur Nathalie Yamb, nos frères Kémy Séba et Franklin Nyamsi? Eh bien, le crime, il se résume en une seule phrase. Cette sœur et ses frères travaillent à l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine. En sorte que des concepts que nous avons appris à l'école, des notions que nous avons apprises à l'école de droit, des concepts de liberté d'expression, liberté d'opinion, eh bien, ce sont des coquilles vides que l'Occident se donne pour avoir bonne conscience. En tout cas, la notion de liberté d'expression, la notion de liberté d'opinion, ces notions-là ne sont pas faites pour les Noirs. Car quand c'est nous qui exerçons notre liberté d'expression, quand c'est nous qui exerçons notre liberté d'opinion pour éveiller la conscience de notre jeunesse, pour éveiller notre population, pour faire prendre conscience à nos populations du fait qu'elles vivent sur des territoires immensément riches s'agissant du continent africain ou d'Haïti, et que leur pauvreté n'est pas l'effet de la fatalité, mais que la pauvreté, n'est-ce pas, ou plutôt l'appauvrissement de nos populations, c'est le travail effectué par l'État français dans le cas de l'Afrique, c'est le travail effectué ou perpétré par l'État français, par les États-Unis et le Canada s'agissant d'Haïti, alors ça, c'est le péché originel pour lequel il n'y a pas de pardon. Voilà que notre sœur Nathalie Yamb, pas plus tard que le mois dernier,
fait l'objet d'un train de mesures arbitraires. Gel de comptes, gel d'avoir, interdiction de survoler l'espace, n'est-ce pas, des pays de l'Union européenne, elle qui détient pourtant, n'est-ce pas, le passeport suisse, puisqu'elle est née en territoire suisse, eh bien, qu'à cela ne tienne, on a attendu qu'elle se soit rendue sur le continent africain pour appliquer contre elle un train de mesures arbitraires, mesures au terme desquelles elle ne peut pas revenir en Suisse puisqu'elle ne peut pas survoler l'espace aérien européen, mesures au terme desquelles ses comptes sont fermés, ses avoirs sont gelés. Elle se retrouve donc en Afrique incapable de payer ses comptes, incapable, n'est-ce pas, de s'acheter des médicaments, incapable de revenir en Suisse, elle qui pourtant a pris naissance en Suisse. Et comme si en soi cela ne suffisait pas, eh bien ce cas contre Nathalie Yamb n'est pas sans rappeler les trains de mesures arbitraires que la France a exécutés contre notre frère Kémy Séba. Kémy Séba est né sur le territoire français, mais ça n'a pas empêché la France, n'est-ce pas, de le frapper, ce frère, d'une déchéance de citoyenneté. Quel est le crime de Kémy Séba? Là encore, Kémy Séba travaille à la prise, ou plutôt à l'éveil de la prise de conscience de la jeunesse africaine. Kémy Séba parcourt le continent africain avec un seul message: l'Afrique doit retrouver sa liberté économique, sa liberté politique. L'Afrique doit reconquérir sa souveraineté, quoi. Eh bien, ce crime est assez grave pour que la France dise que Kémy Séba travaille contre l'État français parce qu'il réclame la sortie de l'État français, parce qu'il réclame, n'est-ce pas, la sortie de l'armée française du territoire africain. Nathalie Yamb vient de subir l'arbitraire de l'État français avec la complicité des pays de l'Union européenne. Kémy Séba a subi, n'est-ce pas, les affres de l'arbitraire de l'État français, mais notre frère Franklin Nyamsi, qui est professeur en France, qui y vit depuis plusieurs années maintenant, mais qui est d'origine camerounaise, lui aussi a fait l'objet de mesures arbitraires. Quel est son crime? Il travaille lui aussi à l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on est dans une époque, à chaque fois que nous sommes dans une ère de virage énergétique, les comportements se révèlent les mêmes. À chaque fois que nous sommes dans un moment de virage énergétique, les vieux atavismes, les vieux réflexes des peuples occidentaux, ce qui consiste à voler, ce qui consiste à piller le continent africain, ce qui consiste, n'est-ce pas, à assassiner ceux qui sont plus lucides, ceux qui sont plus conscients, n'est-ce pas, de leurs enjeux inavouables, eh bien, les réflexes restent les mêmes. L'État français assassine, l'État français tue civilement, l'État français met de côté, l'État français intimide. Le message que la France veut envoyer, n'est-ce pas, à nous autres Noirs, à nous autres, n'est-ce pas, Africains, ne se limite pas à Nathalie Yamb. Ce message-là ne se limite pas à Kémy Séba. Ce message-là ne se limite pas à Franklin Nyamsi. La France est en train de nous dire, à nous les Noirs, les États-Unis sont en train de nous dire, le Canada, n'est-ce pas, est en train de nous dire, et on verra comment les tactiques sont les mêmes. Si vous vous donnez pour mission, en tant qu'influenceur, de travailler à l'éveil de conscience de votre population, eh bien, vous serez tout simplement sanctionné, vous serez tout simplement puni, parce que la liberté d'expression n'est pas une notion qui a été conçue pour vous les Noirs, la liberté d'opinion n'est pas un concept, n'est-ce pas, qui a été pensé pour vous les Noirs, c'est un concept ou c'est une notion qui a été pensée pour nous les Occidentaux, et quand vous vous avisez en tant que Noirs de vous réclamer de la liberté d'expression, de vous réclamer de la liberté d'opinion, vous serez tout simplement puni. Car l'Afrique doit rester cette jungle dans laquelle les Occidentaux pillent allègrement, dans laquelle les Occidentaux, n'est-ce pas, font ce qu'ils veulent. Haïti doit rester ce pays immensément riche dont les ressources doivent constituer la réserve stratégique des États-Unis.
C'est le langage que les Américains ont tenu en 1915. C'est le langage que les Américains continuent de tenir aujourd'hui en ce qui concerne notre pétrole, en ce qui concerne nos ressources. Et vous verrez que l'intimidation est de mise aujourd'hui. Des sanctions arbitraires, des sanctions illégales sont de mise contre nos frères africains, contre nos sœurs africaines qui commettent pour tout crime de travailler à l'éveil de la conscience de leur jeunesse. Au fait, ce que la France fait à Nathalie Yamb, ce que la France fait à Kémy Séba, ce que la France fait à Franklin Yamsi, c'est un message qu'on m'envoie à moi, c'est un message qu'on vous envoie à vous dans votre salon. Si vous osez prendre conscience de vos ressources, si vous osez prendre conscience du fait que vous n'êtes pas libre, vous avez perdu le contrôle de votre destin, le contrôle de votre destin politique, le contrôle de votre destin géographique, le contrôle de votre destin monétaire, c'est ce que la France impose, n'est-ce pas, aux Africains, la perte de leur destin monétaire en leur imposant aux Africains la fameuse, n'est-ce pas, monnaie CFA. Ce qui est au fait une privation de leur souveraineté économique. Eh bien, si vous vous avisez de vous révolter contre cela, c'est pas compliqué. La France va se servir de sa machine diplomatique pour vous sanctionner si vous êtes chanceux. Et si vous êtes malchanceux, l'État français va vous assassiner, comme il l'a fait pour Kamala Omotunde, comme il l'a fait pour 21 chefs d'État africains qui ont osé se révolter contre leur prise en charge. Alors, est-ce que ce qui arrive à notre sœur Nathalie Yamb nous émeut? Bien sûr, c'est notre sœur. Nous allons la soutenir du mieux que nous pouvons. Nous allons, n'est-ce pas, lui donner tout ce dont elle a besoin pour continuer à mener ce combat. Mais est-ce que la France, n'est-ce pas, réussit à nous intimider? Nullement. La preuve, c'est que la France réussit contre elle-même à créer ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Maintenant que la France a déclenché une véritable guerre contre les influenceurs noirs, ceux qui travaillent à l'éveil de conscience des peuples noirs, eh bien la France contre elle-même réussit à provoquer l'effet multiplicateur. Nous avons pris la décision de diffuser un extrait de l'émission de notre sœur Nathalie Yamb, extrait dans lequel elle explique pourquoi elle est sanctionnée et en quoi consistent, n'est-ce pas, ces sanctions. Vous aurez compris que l'émission d'aujourd'hui sera chargée en informations et vous aurez besoin de toute votre attention, de toute votre tête pour passer à travers la prochaine heure. Offrez-vous donc une bonne tasse de thé, offrez-vous une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Quel est notre mal à nous, peuple noir? Quel est notre péché originel? Nous allons en profiter pour rendre hommage à Nathalie Yamb, à Kémy Séba et à Franklin Yamsi. Offrez-vous ce café, offrez-vous cette tasse de chocolat chaud, car vous aurez besoin de toute votre tête pour passer à travers l'émission d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femme kou garçon, ti moun kou grand moun ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nou yo, mare complot ak malfekte lokal, yo gaye gros âme fan fois tout partout sous île ya. Yo senen tout passage. Moun de bien ki an dan pa ka sorti, moun de bien ki de yo pa ka entre. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. Dimanche après-midi 17 août 2025, citoyen moun de bien tant mais on chit attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti, tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi eux, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous dans l'église Vie Transformée, Montréal, 3971 boulevard Robert. Dimanche après-midi, 17 août 2025, 4h, bon. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 26 juin dernier, au sortir d'un avion qui m'avait emmené vers un rendez-vous quelque part en Afrique, alors que je venais de me connecter au Wi-Fi de l'aéroport en attente du contrôle des passeports, le premier message qui s'est affiché sur l'écran de mon téléphone était celui de Juan Branco. Bonjour Nathalie.
Kémy vient de m'apprendre. Je suis à votre disposition. Juan Branco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avocat admirable, brillant et engagé, qui défend avec passion et talent des causes et des gens qui souvent nous sont proches. Les Gilets jaunes, Julian Assange, mon sang, Kémy Séba. C'est d'ailleurs pour le punir d'avoir défendu ce dernier que la mafia étatique française va tenter de lui retirer sa robe d'avocat le 15 octobre prochain. Ayant été dans un avion pendant presque 6 heures, coupé de toute information, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Kémy lui avait dit et pourquoi il se tenait à ma disposition. J'ai donc rapidement tapé mon nom dans Google et constaté que le Conseil de l'Union européenne m'avait sanctionné par la décision 2025-1279, modifiant la décision 2643 du train de sanctions 2024 relatif, je cite, aux activités déstabilisatrices menées par la Russie. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu. Moi, citoyenne, défenseur de la souveraineté africaine, j'ai été sanctionnée dans le cadre de palabres de blanc sur fond de conflit OTAN-Russie en Ukraine, au milieu de l'Europe, là-bas, chez les nazis. Maintenant, vous allez noter quelque chose d'extrêmement important. Mon cas constitue une exception sans précédent dans l'histoire des régimes de sanctions institués par l'Union européenne depuis sa création en 1993. Je suis la seule et unique personne sanctionnée isolément et sans qu'aucune entité ne soit ajoutée simultanément. Ça n'a jamais eu lieu, ni avant ni après. Ni avant dans les sanctions appliquées contre l'Iran, la Syrie, le Guatemala, la Biélorussie, la Russie, le Zaïre, la RDC, la Libye, le Centrafrique, le Mali, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, etc. Ni dans le cadre du régime mondial des sanctions en matière de droits de l'homme ou de lutte contre le terrorisme international. Jamais les gens-là se sont réunis à 27 pour sanctionner un singleton comme ils l'ont fait avec moi le 26 juin dernier. Jamais. Et même après moi, jamais. Parce que derrière moi, le 15 juillet, les Totolas se sont encore réunis pour sanctionner plusieurs gens et entités dans le cadre du conflit en Ukraine, ainsi que des situations en Haïti, en Moldavie et que sais-je. Plusieurs, mais pas un, comme avec moi. Et tenez-vous bien, les individus qu'on sanctionne, ce sont soit de gros industriels, soit des militaires, des magistrats, des gouvernants, des agents de renseignement, des patrons de presse, des chefs de gang, des tueurs. Et au milieu de tout ça, il y a moi. Et, Adjobasson, respectez-moi. Respectez-moi fort. Je pense que moi-même, souvent, je me néglige parce que visiblement, les dirigeants européens ont peur de moi plus que de quiconque. Alors la vraie question est de savoir pourquoi je les effraie autant. On va revenir répondre à cela, mais avant toute chose, il faut que vous sachiez que les sanctions qui m'ont été appliquées découlent d'un mécanisme politique et non judiciaire. Sur demande de la France, la haute représentante qui dans le jargon bruxellois équivaut au ministre des Affaires étrangères, la dénommée Kaja Kallas, qui est l'ex-première ministre estonienne, a proposé au nom de la Commission de me sanctionner. Des groupes de travail sur les relations extérieures, sur l'Afrique, sur les armes, ont examiné techniquement le dossier avant de l'envoyer au COREPER 2, le comité des représentants permanents, composé des 27 ambassadeurs des États membres accrédités à l'UE, qui ont validé politiquement la sanction. Le 26 juin, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, le ramassis de fragiles que vous voyez défiler dans toute leur laideur à l'écran, se sont réunis pour adopter à l'unanimité les sanctions contre moi et uniquement moi, qui consistent, premièrement, en une interdiction d'entrée et de transit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Deuxièmement, en une saisie de mes avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Et troisièmement, en une interdiction de me fournir directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques. La décision a immédiatement été inscrite au journal officiel de l'Union européenne et est donc entrée en vigueur
dans la foulée. Elle a par la suite été transmise pour information aux députés du Parlement européen à Strasbourg. Waouh! Tout ça, pourquoi? Eh bien, pour m'empêcher d'exprimer mes opinions. On ne me reproche pas d'avoir pris des armes, on ne me reproche pas d'avoir tué quelqu'un, d'avoir fomenté des attentats ou des coups d'État, ou même d'avoir commis un génocide ou affamé des millions de personnes, comme certains l'ont fait allègrement avec le soutien de l'Union européenne. Non. On me reproche d'avoir utilisé ma bouche et mon cerveau pour, je cite la décision publiée dans le journal officiel de l'UE, pour évincer la France et l'Occident du continent africain. Fin de citation. Mais quel crime! Non mais vous imaginez, comment puis-je oser vouloir que l'Occident, qui nous a esclavagisés, torturés, massacrés, violés, pillés, colonisés, dénigrés, infantilisés, ridiculisés, diffamés, divisés, appauvris, comment puis-je avoir l'audace de réclamer que cet Occident malfaiteur et criminel quitte notre Afrique et reste là-bas chez eux, dans leur jardin, parce que c'est ainsi que le prédécesseur de Kaja Kallas, l'ex-haut représentant de l'UE, Josep Borrell, avait qualifié leur continent, il n'y a pas si longtemps de cela, nous décrivant, nous, Africains, comme la jungle. On dit que mes mots à moi, petite femme noire d'1,63 m, sont dangereux pour la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité de 27 pays européens, dont les 3/4 me sont totalement inconnus. Parce que sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande, de Malte, de la Slovénie, de la Slovaquie, de l'Estonie, etc. Qui les connaît? Eux, c'est qui? Eux, c'est quoi? Donc pour l'UE, je dois m'exprimer d'une façon qui leur convient, alors que nous, Africains, on subit leur façon de s'exprimer depuis toujours. Quand ils disent qu'ils sont venus pour nous civiliser et nous parlent des belles heures de la colonisation, ça nous humilie. Quand ils viennent dans nos universités nous dire qu'on n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire, ça nous énerve. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Quand ils viennent nous dire que la France n'a jamais commis de massacre au Cameroun, ça nous scandalise. Quand ils affirment que le Mali, c'est la frontière sud de la France, ça nous irrite. Quand ils disent que nous sommes une jungle, que eux, les jardiniers, ont le devoir de venir mater, ça nous vexe. Quand ils déclarent qu'ils vont venir nous recoloniser militairement et que l'Afrique a besoin d'eux, alors que la jeunesse africaine crie partout « France dégage, Europe dégage », ça nous révolte. Quand ils affirment que nous sommes des agents pro-russes payés par Poutine ou Prigojine, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas l'ombre du début du commencement d'une preuve pour corroborer leurs allégations mensongères, dénigrantes et racistes, ça nous frustre. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je constate que les éléments de langage sont souvent très similaires de ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes ou sur les positions officielles de la Russie. On peut ressortir des milliers de choses qu'ils ont dites et qui nous froissent, qui nous fâchent, qui nous vexent, qui nous frustrent depuis des siècles. Et ce n'est pas pour autant que nous les avons sanctionnés. La frustration n'est pas un élément qui peut empêcher les autres de s'exprimer. Nulle part et surtout pas chez eux. Car c'est bien dans leur propre texte fondateur qu'ils ont inscrit cela. Jetons un coup d'œil à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'expression et d'information. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Est-ce que vous avez entendu? On peut faire ça? La charte en question a été proclamée à Nice le 7 décembre 2000. Elle a valeur de traité, elle est donc contraignante et elle est le texte de référence pour la protection des libertés et droits fondamentaux des citoyens, notamment pour les préserver des abus des États et organes institutionnels de l'Union européenne, comme celui dont je suis l'objet aujourd'hui.
La même disposition est d'ailleurs inscrite à l'article 10.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'ONU. Vous savez, cette organisation omnipotente qui réunit tous les États du monde à New York sur une base prétendument égalitaire, mais au sein de laquelle les 5 qui siègent en permanence au Conseil de sécurité sont plus puissants que les centaines qui siègent à l'Assemblée générale. Mais visiblement pour Macron, von der Leyen, Meloni, Merz, Lopez et consorts, le droit fondamental à la liberté d'expression et d'opinion est réservé à l'homme blanc, mais pas à la femme noire, ni à l'homme noir d'ailleurs. Cette volonté d'encadrer, de contrôler, de diriger la façon de penser, de s'exprimer, de lire le monde des Africains, ce n'est ni plus ni moins que le retour du colonialisme pur et dur. Parce qu'en dehors de l'usage des armes, c'est toujours par la maîtrise des âmes qu'ils ont réussi à nous dominer à travers la religion, les programmes scolaires, la propagande informationnelle. Dans la droite ligne de leurs aïeux qui traitaient les nôtres comme des animaux, les dirigeants européens actuels ont reçu le racisme, l'hypocrisie, la discrimination, la déshumanisation à notre endroit en héritage. Pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous sommes des singes, nous sommes des choses qui n'avons pas le droit de penser, de réfléchir, d'analyser, d'exprimer des opinions, des revendications, des aspirations pour notre continent et par rapport au reste du monde. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Donc, dans les premiers instants, j'ai complètement sous-estimé l'impact des sanctions. Mais mon sourire s'est vite effacé. À une cadence extraordinaire, j'ai expérimenté les tentacules de l'extraterritorialité du non-droit européen. L'une après l'autre, mes cartes de crédit sur des comptes en Suisse, en Afrique et dans des banques en ligne ont été bloquées. Mes comptes eux-mêmes bloqués. Mes cryptos inaccessibles. Mes comptes PayPal et GoFundMe fermés. Tout comme mes comptes Amazon, Airbnb, Booking, Deezer, eBay. Des contrats annulés. Impossible de payer mon loyer, mes assurances, mes impôts, mes avocats, mes médicaments. Impossible d'acheter un billet d'avion, d'écouter de la musique, de regarder Netflix, de prendre un Uber, de passer une commande en ligne, de régler une note d'hôtel. Mais il y a mieux. Impossible de retourner en Suisse pour gérer les urgences, puisque les sanctions comprennent une interdiction de survol du territoire de l'Union européenne, alors que la Suisse y est complètement enclavée, entourée par la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Une dinguerie. Eh bien, replaçons ces sanctions dans leur contexte. Pour comprendre le comportement de l'État français, qui est à toute fin pratique le même comportement que l'on retrouve dans tous les pays de l'Europe qui ont pillé l'Afrique, le même comportement qu'on va retrouver du côté des Américains en ce qui a trait à Haïti, le même comportement qu'on va retrouver du côté de la France en ce qui a trait à Haïti, eh bien, pour comprendre ces trains de mesures arbitraires, eh bien, il faut replacer tout cela dans le contexte du virage énergétique. Dans mon livre « Être noir, une fabrication de l'Occident », j'ai pris la peine de vous expliquer qu'à chaque fois que nous sommes dans une ère de virage énergétique, les pays occidentaux ont les mêmes vieux réflexes. Les pays occidentaux, en particulier les pays européens, savent qu'ils vivent sur un petit continent, Ils sont presque un demi-milliard sur un petit continent. Ils sont 450 millions d'habitants sur un petit continent. Et ils se disent, pas loin de nous, il y a un continent immensément riche que nous devons considérer comme notre grenier à nous. Donc quand il nous manque de ressources
Quand nous risquons de retourner à la pauvreté, eh bien, nous devons continuer à utiliser la recette qui nous a toujours été gagnante, la recette qui nous a toujours été profitable. Quelle est cette recette? Rentrer en Afrique pour la piller. C'est ce comportement-là que les Occidentaux ont eu à la fin du Moyen-Âge. Eux qui se mangeaient les uns les autres, eux qui se faisaient la guerre les uns aux autres, eux qui subissaient les mauvaises récoltes et qui donc, à cause des mauvaises récoltes, n'est-ce pas, faisaient face à des révoltes sociales, à des révolutions politiques, eh bien, les peuples européens gardent les mêmes vieux réflexes. En période de virage énergétique, notre seule solution, notre seul recours, c'est l'Afrique. Et vous avez compris qu'à la fin du Moyen-Âge, ils sont entrés, n'est-ce pas, en Afrique. Lorsque, grâce à Haïti, ils étaient obligés de mettre fin à l'esclavage au XIXe siècle, ils ont organisé la conférence de Berlin. Et quel a été l'objet de la conférence de Berlin? Comment se partager le continent africain entre Européens sans les Africains, ou alors au détriment ou aux dépens des Africains? Et lorsque plus tard, dans les années 50, les pays colonisateurs comme la France, comme l'Angleterre, n'est-ce pas, ont dû décoloniser, eh bien, ils ont conçu une autre mécanique qu'on appelle la néocolonisation, qui donne l'impression qu'ils ont laissé l'Afrique, mais en réalité, ils n'ont jamais laissé l'Afrique parce qu'ils ne peuvent pas se passer des ressources africaines. Et nous voilà au XXIe siècle. On parle de virage énergétique, on veut délaisser désormais les ressources des énergies fossiles pour se tourner vers des énergies renouvelables, n'est-ce pas? C'est plus politiquement correct, en tout cas, c'est plus pro-environnemental, mais la vérité, c'est que l'Occident ne détient pas ces ressources renouvelables. L'Occident ne détient pas l'énergie renouvelable. Et là encore, les réflexes sont les mêmes, les atavismes sont les mêmes. Nous devons retourner en Afrique pour demeurer riches. Et c'est là où les Occidentaux, la France en particulier, a un problème parce que à la fin du Moyen-Âge, on pouvait rapidement assassiner les 2 ou 3 éveilleurs de conscience. On pouvait les enchaîner, les déporter vers un autre continent qu'on appellera l'Amérique. Au XIXe siècle, n'est-ce pas, ils pouvaient débarquer en Afrique et sous prétexte du fardeau de l'homme blanc, sous prétexte de civiliser ces Africains-là, ils pouvaient débarquer, voler et piller, sauf qu'aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, ils ne peuvent plus agir de la même manière sans que leur comportement ne soit dénoncé. En sorte que les pires ennemis de la France aujourd'hui, les pires ennemis des États-Unis d'Amérique en ce qui a trait à Haïti, les pires ennemis du Canada en ce qui a trait à notre continent africain ou à Haïti, ce sont les éveilleurs de conscience comme Nathalie Yamb. Cette femme qui est très solide, très bien éduquée et qui est suivie par plus de 2,5 millions d'Africains représente une véritable menace pour l'État français. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, l'État français, les services secrets, les services d'espionnage et de contre-espionnage, n'est-ce pas, de la France, tremblent parce que cette femme-là, elle est écoutée. Elle est écoutée par la jeunesse africaine, elle est écoutée par les parents, elle est écoutée même par les politiciens qui ont peur d'elle. Qu'est-ce qu'elle prêche, Nathalie Yamb? Elle ne prêche pas la violence. Qu'est-ce qu'elle prêche, Nathalie Yamb? Elle ne prêche pas, n'est-ce pas, l'incitation à la haine. Qu'est-ce qu'elle prêche, Nathalie Yamb? Elle prêche à la jeunesse africaine la prise de conscience de ses capacités. Et elle recommande aux Africains de reconquérir leur souveraineté et de faire ce qui doit être fait pour reconquérir cette souveraineté, à savoir chasser l'État français.
lorsque au Burkina Faso, par exemple, lorsque au Mali, par exemple, n'est-ce pas, des militaires se sont réveillés, ont renversé des gouvernements civils qui ont été placés à la tête des pays par l'État français, lorsque des militaires ont compris que désormais nous pouvons assurer notre propre sécurité, contrairement aux fausses promesses de l'armée française sur le territoire africain, eh bien, les services secrets français ont compris que si ce travail de révolution, si ce travail de chasse aux sorcières des compagnies françaises en Afrique, ou alors des militaires, des diplomates français en Afrique, se fait de manière si efficace, c'est grâce, entre autres, à l'influence des Nathalie Yamb de ce monde, à l'influence des Kémi Séba de ce monde, à l'influence des Franklin Nyamsi de ce monde. L'État français, s'il hésite aujourd'hui à assassiner physiquement Nathalie Yamb, l'État français, s'il hésite à assassiner physiquement Kémi Séba, l'État français, s'il hésite à assassiner physiquement Franklin Nyamsi, en tout cas, n'a pas hésité à les tuer civilement. Imaginez un Kémi Séba qui est né sur le territoire français, qui a voyagé à travers l'Afrique avec le même message. Africains, réveillez-vous. Avec le même message africain, vous vivez sur le continent le plus riche. Si vous êtes pauvre, ce n'est pas tant parce que vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes appauvri par la France qui place à la tête de vos pays des dirigeants fantoches, des dirigeants laquais qui travaillent à l'enrichissement de la France à vos dépens. Réveillez-vous. Bien, la France a oublié qu'elle se donnait l'étiquette de la terre de la liberté d'expression. La France a oublié qu'elle se donnait pour l'étiquette, qu'elle se donnait, n'est-ce pas, l'étiquette de la terre de la liberté d'opinion. Elle a tout simplement travaillé à la déchéance de la citoyenneté française de Kémi Séba, lui qui est né pourtant en France. Des notions auxquelles la France nous a toujours habitués, des notions de droit du sol, n'est-ce pas? Tout ceci a pris le bord s'agissant de Kémi Séba. Et comme si cette sanction contre Kémi Séba ne suffisait pas, eh bien, très rapidement, après Kémi Séba, la France, n'est-ce pas, s'est attaquée à un autre frère camerounais du nom de Franklin Nyamsi, qui vit en France depuis plusieurs années, qui exerce le métier, n'est-ce pas, d'enseignant en tant que chercheur, en tant que docteur en philosophie. Eh bien, tour à tour, il a été convoqué par des entités, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur. On a tenté de le sanctionner. Et quand il a cherché de savoir le crime qu'il a commis, eh bien, c'était simple. Il prêche l'éveil du continent africain. Et ceci est considéré comme un crime contre l'État français. Après avoir appliqué des sanctions arbitraires contre notre frère Kémi Séba, après avoir appliqué des sanctions arbitraires contre notre frère, eh bien, Franklin Nyamsi, voilà le même État français, le même État pervers, le même État illégal, le même État mafieux, eh bien, il va d'un train de sanctions arbitraires en se servant de l'Union européenne. Vous avez entendu notre sœur. Tour à tour, on a confisqué ses avoirs, ses comptes ont été fermés en Suisse, elle qui détient un passeport suisse pour être née sur le territoire suisse. Désormais, elle est incapable, n'est-ce pas, de commander un Uber, elle est incapable de se commander quelque chose sur Amazon, elle est incapable littéralement de vivre civilement parce que la France a décidé d'intimider tous les Noirs qui travaillent à l'éveil de conscience de leur population. Mais vous vous demandez, qu'est-ce qui fait tant peur à la France? Un pays qui se targue de faire partie du G7, un pays qui se targue de détenir, n'est-ce pas, la 6e, sinon la 7e armée la plus puissante du monde. Un pays qui a déjà été l'un des plus grands empires du monde avec justement l'Empire britannique. Que craint la France en ce 21e siècle d'une femme qui ne fait que parler? Ah bon? Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femme, kou garçon, ti moun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nous yo, maré complot ak malfecté local. Yo gaye gros âme fin fois, tout partout sous île ya.
yo senen tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. Dimanche après-midi 17 août 2025, citoyens moun de bien tant mais on chit attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti. Tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous dans l'église Vie Transformée, Montréal, 3971 boulevard Robert. Dimanche après-midi, 17 août 2025, 4h, bon. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon vrai. J'aime à dire à mes auditeurs qui me reprochent souvent de parler, de ne faire que parler, que tout commence par la parole. Dans la Bible, qui a volé cette parole, n'est-ce pas, de nos frères égyptiens, il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Tout commence au fait par le Verbe. La prise de conscience commence par le Verbe. L'éveil de conscience commence justement par le Verbe. En sorte que quand quelqu'un exprime une compréhension africaine de la géopolitique, c'est suffisamment important pour que la France décide de le ou de la sanctionner. C'est ce qui est arrivé à notre sœur Nathalie Yamb. Nathalie peut se considérer chanceuse dans sa malchance car elle est encore vivante, même si civilement la France essaie de la tuer. Mais quand on pense au comportement des services de renseignement français vis-à-vis de notre frère, n'est-ce pas, Kamala Omotunde, lui-même il a été moins chanceux. Sur quoi travaillait-il, Kamala Omotunde? Il travaillait au fait que la civilisation noire est plus ancienne que la civilisation occidentale. Il rappelait à la jeunesse africaine que tout ce que l'Occident a aujourd'hui, tout ce dont l'Occident se vante aujourd'hui, a été puisé allègrement en Afrique, en particulier en Égypte, au Soudan, au Mali, en Éthiopie. Et non content de nous avoir pillé notre héritage culturel, eh bien, ils nous ont réduits en esclavage. C'était un message jugé trop dangereux par les services secrets français. Eh bien, ils l'ont tout simplement supprimé, notre frère Kamala Omotunde. Et puisque le meurtre de Kamala Omotunde n'a pas intimidé notre sœur Nathalie, puisque l'assassinat de notre frère par les services secrets français n'a pas effrayé notre frère Kémy Séba, la France décide d'envoyer un message fort à tous les influenceurs noirs. Si vous continuez à travailler à l'éveil de conscience de votre jeunesse, si vous continuez à travailler à l'éveil de conscience de vos populations, nous allons vous tuer civilement, quitte à renvoyer aux poubelles des notions de liberté d'expression, des notions de liberté d'opinion. Ce sont des concepts qui ont été faits pour des Noirs, ce sont des notions qui ont été envisagées, ce sont des concepts qui ont été faits pour des Blancs et non pour des Noirs, ce sont des notions qui ont été envisagées pour les sociétés occidentales et non pour nous les Noirs. Et quand on veut revendiquer notre liberté d'expression, quand on veut revendiquer notre liberté d'opinion, eh bien, la France s'en moque tout simplement, car elle veut nous réduire en silence. En sorte que, conformément au titre de l'émission, le péché originel des peuples noirs, c'est le paradoxe de nos richesses et l'appauvrissement de nos populations. Vous voyez le paradoxe? L'Afrique, c'est le continent le plus riche. On a l'impression que c'est vraiment un continent que les dieux ont créé de leurs mains. On dirait que plus l'Occident pille l'Afrique, plus grandes sont les richesses encore. Et donc, non content aujourd'hui de piller les ressources du continent africain, ceux qui s'avisent d'éveiller leur population, ceux qui s'avisent d'éduquer leur population, sont tout simplement éliminés physiquement ou éliminés civilement par l'État français. Je tiens donc à rendre hommage à notre sœur Nathalie pour son courage. Malgré ce train de mesures arbitraires, malgré ce train de mesures illégales, elle reste debout, tel un arbre africain qui fait face à la tempête, qui fait face à l'orage.
car elle se donne pour mission de sortir la France du continent africain et de faire en sorte que l'Afrique retrouve sa souveraineté. Souveraineté politique. Car on en a marre de ces dirigeants africains qui sont placés là à la tête de leur pays par l'État français pour respecter les 4 volontés de la France. Liberté financière. Les Africains en ont marre, n'est-ce pas, du franc CFA. Franc CFA qui les prive littéralement de leur liberté financière. Ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes. C'est une monnaie qui a été conçue par la France et pour l'intérêt des Français. Et quand des Africains, n'est-ce pas, réclament la suppression, l'élimination de ce franc CFA, eh bien, ils sont à leur tour éliminés par les services secrets français. Je vous l'ai toujours dit, je l'ai démontré, n'est-ce pas, dans notre livre « Être noir, une fabrication occidentale », le jour où nous, les Noirs, nous allons prendre conscience de nos richesses. Le jour où nous prendrons conscience de nos capacités, des pays qui se sont toujours targués d'être des pays riches redeviendront pauvres comme ils l'ont été au cours du Moyen-Âge. Le contexte est particulièrement fragile. Les États riches, les États, n'est-ce pas, suivez mon regard, enrichis parce qu'ils ont appauvri nos territoires, ils sont frileux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin de nouvelles ressources en ce moment de virage énergétique et ils n'ont pas ces ressources-là chez eux. Ils se disent, la seule façon pour nous de rester riches, la seule façon pour nous de rester puissants, c'est de continuer à piller les pays africains. Gare aux éveilleurs de conscience qui veulent réveiller la jeunesse africaine. Au fait, de l'Afrique à Haïti, ce sont les mêmes tactiques. J'ai commencé par vous démontrer qu'au Moyen-Âge, eh bien, l'Europe s'est tournée vers l'Afrique. L'Europe est entrée en Afrique pour ne plus en ressortir. Lorsqu'au 19e siècle, à la fin justement des années 1800, 1885, grâce à l'effort des Haïtiens pour l'élimination, pour l'abolition de l'esclavage, les pays européens se sont résignés à abolir l'esclavage dans leurs colonies. Ils ont organisé la conférence de Berlin qui avait pour objet comment partager l'Afrique entre nous les Européens aux dépens des Africains. Et donc, la France a décidé qu'elle aurait tel territoire, les Allemands ont décidé qu'ils auraient tel territoire, les Anglais ont décidé qu'ils auraient tel territoire, et ils ont organisé leur conférence de Berlin sans la présence des Africains. Cela va donc durer jusqu'aux années 50. Alors là, c'était sur toutes les lèvres le concept de la décolonisation. Les Africains se sont réveillés pour demander aux Français de laisser leur continent. Ils se sont réveillés pour demander aux Anglais de laisser leur continent. Ils se sont réveillés pour demander aux Belges de laisser leur continent après des siècles de colonisation sauvage. Sachant ces pays européens qu'ils ne sont rien sans l'Afrique, eh bien, ils vont s'organiser pour donner l'impression qu'ils ont quitté l'Afrique, la décolonisation, mais sans jamais la quitter véritablement, ce qu'on appelle la néocolonisation. Dans le cas de la France, l'État français va imaginer la France-Afrique. On va maintenir des liens avec les États africains anciennement colonisés. On va leur imposer une monnaie. On va leur faire signer des accords secrets, accords au terme desquels les sous-sols africains appartiennent à l'État français, accords au terme desquels les pays africains doivent acheter obligatoirement leurs armes de la France, accords au terme desquels les armées africaines doivent être entraînées par la France, accords au terme desquels les élections sont organisées secrètement par l'État français de manière à placer à la tête des pays africains des dirigeants fantoches qui travaillent à l'enrichissement de la France et à l'appauvrissement de leur propre population. Et quand des dirigeants se révoltent contre cela, eh bien la France les supprime. Ainsi donc, plus de 21 chefs d'État africains ont été supprimés par les services secrets français. Et quand des leaders civils, n'est-ce pas, travaillent à l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine, c'est pas compliqué, la France les élimine physiquement. Pensez à Kamala Omotunde, où la France les tue civilement
comme elle est en train de le faire pour notre sœur Nathalie Yamb. De la fin du Moyen-Âge, les années 400, à la fin du 19e siècle, conférence de Berlin, de la conférence de Berlin à la fin des années 50, 1950, n'est-ce pas, néocolonisation, ou au 21e siècle, où on parle de hypercolonisation, les Européens, les Occidentaux savent qu'ils sont rien sans nos ressources à nous. Nos ressources sont immenses, notre continent est immensément riche, et les pays européens se donnent pour mot de nous imposer des chefs ou d'assassiner nos éveilleurs de conscience. Quand je vois ce qui se passe en Afrique, je ne peux m'empêcher de penser à mon pays, Haïti. On va voir que le comportement de la France en Afrique, c'est précisément le même comportement de l'État français en Haïti, c'est le même comportement des Américains en Haïti, c'est le même comportement du Canada en Haïti. C'est que l'Occident n'est rien sans les peuples noirs, l'Occident n'est rien sans nos ressources à nous, et eux qui se targuent d'être riches, ce sont en fait des pays pilleurs. Regardons de plus près la situation haïtienne depuis les 20 dernières années. Ce qui se passe en Afrique n'est pas différent de ce qui se passe en Haïti. Vous le notez, nous avons imposé l'abolition de l'esclavage. Nous avons forcé les pays esclavagistes à revoir leurs plans. Nous avons changé l'ordre mondial car l'esclavage était là pour rester. L'idée qu'une race est supérieure à d'autres, l'idée que des peuples sont inférieurs à d'autres, eh bien cette idée-là, elle est inscrite dans l'idéologie occidentale. L'Occident ne peut pas se passer de son racisme car plus il convainc les autres de sa supériorité, mais plus riche il sera. Plus il convainc les autres peuples, n'est-ce pas, de sa soi-disant supériorité, eh bien plus longtemps durera son hégémonie. Sauf que tout cela était possible jusqu'à ce que les Haïtiens battent les trois plus grandes armées d'alors. L'armée espagnole, l'armée anglaise, l'armée française, car on l'oublie souvent, ce n'est pas seulement l'armée française que nous avons battu d'abord l'armée espagnole. Notre illustre ancêtre, Toussaint Louverture, a battu l'armée espagnole. Notre illustre ancêtre, encore Toussaint Louverture, a fait manger la poussière à l'armée anglaise de Maitland. Imaginez l'armée anglaise. Et enfin, notre armée à nous, l'armée de Jean-Jacques Dessalines, a fait mordre la poussière à l'armée française. Et ce faisant, nous avons changé l'ordre du monde. L'idée qu'une race était supérieure aux autres, l'idée que les Noirs étaient inférieurs, n'est-ce pas, aux Blancs, tout ceci a été battu en brèche, puisque les Haïtiens ont battu les trois plus grandes armées européennes à Saint-Domingue. Et donc la France, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis n'ont pas pu nous empêcher de proclamer notre indépendance. C'est ça notre péché originel. Ils n'ont pas pu nous empêcher de changer l'ordre mondial. L'économie mondiale reposait sur l'esclavage. On se rendait en Afrique en tant qu'Européens, on prenait en captivité, n'est-ce pas, des hommes, des femmes qui étaient des gens libres, on les amenait comme esclaves sur un autre continent qu'on appelle l'Amérique, et ceux-là étaient condamnés à travailler à perpétuité comme esclaves pour l'enrichissement d'une autre race, imaginez. C'est toute une machine qui était mise en branle pour maintenir notre peuple noir dans cette situation-là. L'Église contribuait.
Esclaves, soyez soumis à votre maître, non pas seulement en leur présence, mais même en leur absence, car c'est la volonté du Seigneur. Noirs, vous êtes des descendants de Cam, en ceci, vous êtes maudits. Et donc, c'est normal que les Blancs vous asservissent. Et donc, même votre territoire doit vous être enlevé, car nous sommes un peuple maudit. Imaginez, l'Église a donné sa bénédiction aux peuples européens pour qu'ils entrent en Afrique et qu'ils nous réduisent en esclavage à perpétuité. C'était ça le travail de l'Église. Eh bien, l'école devait servir aussi au maintien des Noirs dans cet état de sujétion, dans cet état d'abrutissement, puisque les soi-disant scientifiques, les soi-disant philosophes, même ceux du siècle des Lumières, enseignaient que nous étions, n'est-ce pas, aux 3/4 des animaux, nous n'étions qu'humains qu'au quart seulement. Et donc l'école servait à maintenir cette notion de la supériorité des Blancs par rapport aux autres. Haïti a changé cela. Haïti a changé l'ordre du monde. Et donc, lorsque la France a réalisé qu'elle ne pouvait rien faire vis-à-vis de notre détermination à redevenir libre, lorsque les Espagnols ont compris qu'ils ne pouvaient pas nous empêcher d'être libres, lorsque les Anglais ont compris qu'ils ne pouvaient pas nous empêcher de proclamer notre indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entendus pour nous imposer une rançon infâme de 150 millions de francs. Pour quelle raison? Pour dédommager les maîtres esclaves d'avoir perdu leurs biens. Imaginez, les biens, c'était nous les humains. Nous n'avons pas été indemnisés pour avoir été réduits en esclavage pendant 3 siècles, mais on nous a imposé une rançon mafieuse pour dédommager les maîtres d'esclaves. Pas besoin d'être grand analyste pour comprendre que l'intention de la France derrière cette rançon, l'intention des Espagnols, l'intention des Occidentaux en permettant à la France d'imposer une telle rançon, c'était de bloquer, c'était d'handicaper le développement d'Haïti pour le reste de son histoire. Nous avons mis plus d'1 siècle à rendre à la France ce que nous ne lui devions pourtant pas. Lorsque nous avions fini de rembourser à la France, les États-Unis ont pris le relais et nous ont contrôlés monétairement, nous ont contrôlés physiquement, nous ont contrôlés militairement. Quel est notre crime, encore une fois? Notre détermination à vivre libre, notre détermination à faire la démonstration que nous ne sommes inférieurs à personne. Et donc en Haïti, la manœuvre des Français, la manœuvre des Américains a été la déstabilisation. Dresser telle région du pays contre telle autre, dresser tel parti politique contre tel autre, attendre que tel président soit élu pour le faire renverser en armant, n'est-ce pas, des adversaires. Cela va durer pendant tout le 19e siècle, pendant tout le 20e siècle, jusqu'au début du 21e siècle, lorsque, à l'approche de la célébration du 200e anniversaire de notre indépendance, un président haïtien, Jean-Bertrand Aristide, a osé dire à la France: le temps est venu pour vous de nous rendre ce que vous nous avez volé, à savoir nos 37 milliards d'euros. Les politiciens français eux-mêmes, celui qui était Premier ministre, avoue que dès qu'il a lancé cette phrase, nous avions compris que nous devions le renverser, car si son discours, n'est-ce pas, était rapporté jusqu'en Afrique, nous aurions tous les problèmes du monde. Imaginez tous les pays africains qui réclameraient à la France de leur rendre ce qu'elle leur a volé. Et donc il fallait renverser Jean-Bertrand Aristide et faire en sorte que, depuis ce temps-là, ce pays devienne de plus en plus instable pour qu'il n'y ait plus aucun chef d'État qui détienne la légitimité populaire pour réclamer à la France ce qu'elle nous doit. Chers amis, c'est ça la géopolitique.
Nos crises ne sont pas tombées du ciel, nos crises ne sont pas des fatalités, nos crises sont faites de mains humaines. Il y a ces mains invisibles françaises, ces mains invisibles américaines, ces mains invisibles canadiennes qui ne veulent pas que nous soyons stables, car le jour où nous serons stables, que nous aurons des gouvernements légitimes, ces pays-là devront nous rendre ce qu'ils nous ont volé et ils redeviendront pauvres comme ils l'ont été au Moyen-Âge. Non content d'avoir créé de l'instabilité politique chez nous, la France, les États-Unis et le Canada, qui sont les 3 pays malfaiteurs d'Haïti, depuis les 10-15 dernières années, inondent notre territoire d'armes létales. Nous n'en fabriquons pas. Entre-temps, notre armée ne peut pas importer des armes. Notre police a des restrictions quant aux armes qu'elle peut importer. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, ti moun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nous yo, maré complot ak malfecté local. Yo gaye gros âme fan fois, tout partout sous île ya. Yo senen tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonné. Dimanche après-midi 17 août 2025, citoyens moun de bien tant mais on chit attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti. Tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Rendez-vous dans l'église Vie Transformée, Montréal, 3971 boulevard Robert. Dimanche après-midi, 17 août 2025, 4h, rond. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Les bandits qu'ils considèrent comme des terroristes reçoivent toutes les armes dont ils ont besoin, eux qui n'ont jamais laissé le territoire haïtien. Ils ne manquent jamais de munitions. Posez-vous la question, pourquoi une telle haine contre les Haïtiens? Notre population fait face, n'est-ce pas, à tout moment à la famine. Notre population est obligée de laisser son domicile. Pourquoi? Parce que des terroristes qui reçoivent des armes des États-Unis chassent les citoyens de leur résidence privée. Mais ce n'est pas un combat politique, ce ne sont pas des partisans d'un certain politique qui se battent contre un autre parti politique. C'est tout simplement la tactique de ces pays malfaiteurs, faire en sorte qu'Haïti ne soit plus l'exemple. Nous avons été l'exemple d'un peuple noir qui a battu, qui a fait mordre la poussière aux 3 plus puissantes armées du monde. Plus question maintenant qu'Haïti serve de bon exemple. Il faut humilier cette population parce qu'elle a commis le péché originel de changer l'ordre du monde. On ne peut avoir d'élections crédibles. La France, les États-Unis et le Canada vont nous imposer un Michel Martelly qui n'était même pas admissible au second tour. Ils vont le maintenir au pouvoir, facilitant, n'est-ce pas, le pillage des fonds pétro-caribés. Ils vont assassiner Jovenel Moïse lorsque ce dernier a voulu faire un virage des pays occidentaux vers le bloc de Shanghai. Ils n'ont pas hésité à l'assassiner. Et depuis son assassinat, on a eu un premier ministre, président, qui est resté presque 3 ans. On a une espèce de monstre à 7 ou 9 têtes, qu'on appelle le CPT, qui ne fout rien, gaspillage, corruption, gabegie. Entre-temps, la population civile est toujours exposée, n'est-ce pas, à la violence des terroristes qui sont armés. Tout comme autrefois, les terroristes en Afrique étaient armés par la France, eh bien, nos terroristes sont armés par les Américains. Les armes viennent toutes des États-Unis en passant par la République dominicaine. Mais quel est notre crime originel? Nous avons changé l'ordre mondial. La France se dit, on n'a pas besoin, nous, de sanctionner des influenceurs en Haïti, car les États-Unis font la job pour nous. Que font les États-Unis?
Quand quelqu'un ose dénoncer les manœuvres américaines, quand quelqu'un a une posture nationaliste, les Américains disent, écoutez, nous allons couper votre visa. Vous allez perdre votre job. Et vous notez notre drame en Haïti, contrairement à nos frères africains qui ont de grands influenceurs, qui sont suivis par 2,5 millions de personnes. En Haïti, n'est-ce pas? Eh bien, nos influenceurs qui sont écoutés, mais ils ne font pas de la politique. Ils traitent, n'est-ce pas, de banalités. Ils cherchent à faire du buzz en parlant de sexe, en parlant de tel artiste qui couche avec tel autre. Donc, on nous banalise, pour ainsi dire, on banalise notre misère, on banalise notre souffrance. Et quand il y a un influenceur qui, lui, prend position pour son peuple, c'est pas compliqué, les Américains, les Canadiens, les Français lui coupent, n'est-ce pas, le visa. Pourquoi ils font ça? Mais parce que nous avons changé l'ordre du monde. Pourquoi ils font ça? Parce que nous détenons des richesses. Le département d'État a déjà dit que le pétrole haïtien doit être considéré comme la réserve stratégique des États-Unis. Imaginez un pays souverain qui détient du pétrole et dont le pétrole est considéré par un autre pays souverain comme sa réserve stratégique. Donc vous notez que les réflexes sont les mêmes, les comportements sont les mêmes. En Afrique, on sanctionne des influenceurs, on les assassine comme Amala Omotunde. En Haïti, on inonde, n'est-ce pas, le territoire d'armes létales pour faire en sorte que la population ne soit jamais assez paisible pour élire son propre dirigeant. Et derrière tout cela, qu'est-ce qu'on nous vole? On nous vole le contrôle de notre destin politique. On nous vole le contrôle de notre destin économique. En Haïti, vous avez une bourgeoisie transnationale qui ne crée pas la richesse. Une bourgeoisie transnationale syro-libanaise qui achète des saloperies en Chine, qui achète des saloperies, n'est-ce pas, en République dominicaine, et qui vient nous balancer ces saloperies-là à la population, sans contrôle de l'État. D'État, il n'y en a point, puisque les députés, les sénateurs, les premiers ministres, n'est-ce pas, sont nommés par cette bourgeoisie syro-libanaise qui travaille au profit des Américains, au profit des Français, au profit des Canadiens. Et vous avez une population qui est livrée à elle-même. Vous regardez votre pays, vous écoutez les quelques journalistes, mais ce sont des vendeurs de micros. Leur micro est vendu à des commanditaires qui, eux, sont à la solde de l'ambassade américaine. Ils ne peuvent pas oser critiquer, n'est-ce pas, les mauvaises actions des Américains chez nous, parce que s'ils le font, ils n'auront plus de commanditaires, s'ils le font, ils n'auront plus de visa. Alors, pour éviter de perdre leur visa, pour éviter de perdre leur commandite, ils se ferment la gueule. Nos journalistes se font corrompre justement par l'ambassade américaine, l'ambassade française, l'ambassade canadienne. Lorsque le Canada se moquait de nous, voilà quelques années, par l'entremise de son ambassadeur Sébastien Carrière, qui nous a vendu, n'est-ce pas, des chars de guerre de nègres. Lorsque cette pratique a été critiquée par un journaliste du Nouvelliste, le seul quotidien du pays, mais c'est pas compliqué. Le directeur du journal est allé voir ce journaliste en lui disant, écoutez, vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer le Canada. J'ai dîné hier avec l'ambassadeur du Canada. Et pour prouver son zèle pro-canadien, le directeur du journal, le Nouvelliste, a congédié ce journaliste qui a osé critiquer le Canada. Voilà dans quel pays nous vivons. Les journalistes sont des vendeurs de micros. Les journalistes sont des publicitaires. Ils donnent 1 minute de nouvelles et 15 minutes de publicité. Ils sont inféodés par les ambassades qui leur donnent des bourses, les ambassades qui leur donnent des prix. C'est une façon par ces ambassades-là de contrôler leurs paroles, de contrôler leurs discours. Ce qui est affligeant, c'est que quand vous balayez les radios en Haïti, quand vous balayez les réseaux sociaux haïtiens, vous pouvez littéralement compter sur les doigts d'une main ceux qui travaillent à l'éveil de conscience du peuple haïtien. Ce n'est pas normal.
que le pays soit inondé d'armes. Ce n'est pas normal que la population civile soit chassée de chez elle. Et vous notez, la misère du peuple haïtien ne fait l'objet d'aucune conférence internationale. Pour quelle raison? Parce que ces conférences internationales, ces grandes messes internationales sont contrôlées par les États-Unis, la France, le Canada, qui ont intérêt à ce que ce pays-là ne s'éveille jamais, parce que nous avons changé l'ordre mondial. Imaginez, les amis. Imaginez si Haïti était stable. Imaginez si un président avait toute la légitimité de sa population pour dire à la France, mais rendez-moi ce que vous me devez. L'exemple d'Haïti serait suivi par les pays africains qui réclameraient à leur tour à la France ce que la France continue de leur voler. Donc vous comprenez? Le schéma comportemental des pays occidentaux n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Pillons pour rester riches. Affaiblissons pour rester forts. Déstabilisons les autres afin que nous restions stables. Car le jour où les pays noirs prendront conscience de leur richesse et de leur capacité, les pays occidentaux redeviendront pauvres. J'ai voulu donc rendre hommage à notre sœur Nathalie Yamb qui subit des sanctions arbitraires. J'ai voulu rendre hommage à nos frères Kémy Séba et Franklin Yamsi qui travaillent à l'éveil de conscience de leur peuple, de leur continent et qui subissent des sanctions illégales. Et en même temps, ça m'a permis de parcourir le panorama journalistique d'Haïti pour m'apercevoir qu'on peut compter sur les doigts d'une main ceux et celles qui travaillent véritablement pour l'éveil de conscience de leur population. Il n'y aura pas de révolution si la population ne prend pas conscience. Il n'y aura pas de prise de conscience si ceux qui ont des micros, si ceux qui ont de l'influence ne travaillent pas à cette prise de conscience. Notre appauvrissement, nos instabilités ne sont pas les effets de la fatalité. C'est travaillé par des mains humaines, des mains canadiennes, des mains américaines, des mains françaises. Même si c'est affligeant de dire tout cela, ce qui m'encourage, c'est que nos ancêtres ont vécu pire. Ils ont été réduits en captivité, réduits en esclavage pendant près de 300 ans. 40% d'entre eux, en venant dans le monde, n'ont connu que l'esclavage. Ils n'ont connu que ce discours trompeur, que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Ils n'ont connu que ce discours trompeur, à savoir que les Noirs, n'est-ce pas, sont des fils de Cam, donc des maudits de Dieu. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de se révolter. Le 14 août 1791, pour imposer l'abolition de l'esclavage, battre, n'est-ce pas, les armées françaises, espagnoles et anglaises et réaliser l'indépendance de 1804. Si nos ancêtres l'ont fait en 1804, il demeure possible pour nous de le faire aussi, en chassant ces 3 ambassades de chez nous, en fermant, n'est-ce pas, l'ambassade canadienne, l'ambassade américaine, l'ambassade française de chez nous. Notre salut commencera là. Le jour où nous aurons compris que nos malheurs viennent de la France, nos malheurs viennent du Canada, nos malheurs viennent des États-Unis et que notre salut passera par la suspension de nos relations diplomatiques avec eux. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura été utile. J'espère qu'elle aura servi à une prise de conscience du fait que notre péché originel en tant qu'Haïtiens, c'est d'avoir changé l'ordre mondial. Notre péché, n'est-ce pas, originel, c'est d'avoir réclamé à la France ce qu'elle nous a volé. Et les armes qui nous inondent, les terroristes qui nous tuent ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été formatés, armés par les États-Unis, le Canada et la France. Et notre salut viendra lorsque nous fermerons les ambassades de ces 3 pays malveillants chez nous. Le drame de l'Afrique, c'est d'être un continent immensément riche qui est considéré comme le grenier du monde par les pays occidentaux. Vive l'Afrique, vive le peuple africain, vive Haïti, vive le peuple haïtien. Bonne semaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.